Bonjour à toutes et à tous, il est midi 15. Je propose qu'on démarre ce webinaire dans les temps. Bienvenue donc à ce troisième webinaire sur les coûts, le financement et la fiscalité. Avant de laisser la parole à Julien Richet pour une ouverture plus officielle, j'aimerais vous rappeler que ce webinaire est enregistré. Vous avez soit la possibilité de revisionner ce webinaire, soit lorsque le lien vous sera envoyé, vous pourrez le diffuser à d'autres personnes intéressées. Il y aura 3 présentations aujourd'hui, après chacune d'entre elles, nous avons prévu une vingtaine de minutes, pour poser des questions puis échanger. Vous avez pour ce faire la possibilité d'écrire vos questions dans le live chat, c'est-à-dire qu'il y a une petite bulle en bas à droite. Vous pouvez écrire vos questions par écrit et on prendra le temps de répondre à ces questions à la fin. Je rappelle que ce webinaire est une initiative conjointe de 6 communes partenaires. Chaque représentant de ces communes sont ici présentes aujourd'hui. Nous avons la commune du Grand Saconnet, la commune de Vernier, de Lancy, de Meyrin, de Versoix, ainsi que de la ville de Carouge. Et puis ces webinaires sont également soutenus par SIG Eco21, qui est également ici présente. Je laisse à présent la parole à Julia Richet, chef du secteur énergie et durabilité de la ville de Carouge. Merci Christina. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue au nom de toutes les communes partenaires de ce programme. Christina Mellet sera votre point d'entrée dans cette démarche. Elle travaille pour le bureau Interface Énergie. À la recherche de qualité de vie, nous nous inscrivons dans une démarche de réduction de l'impact carbone sur nos territoires. Or, nous savons que la consommation énergétique des bâtiments est une part importante des émissions de CO2. De nouvelles exigences légales sont mises en œuvre et celles-ci ne sont pas forcément connues et ces sujets techniques associés à des processus complexes. Les obstacles pouvant freiner la mise en œuvre de projets de rénovation sont nombreux. Et beaucoup de programmes d'accompagnement existent, mais finalement assez peu pour les PPE. Nous sommes régulièrement sollicités par des copropriétaires sur ces questions et nos 6 communes partagent l'ambition de rendre la rénovation et l'optimisation plus accessibles, même pour les PPE. Au programme aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la capacité financière pour réaliser un projet. Quelques clés pour estimer combien ça peut coûter avec Monsieur Lionel Rinquet, professeur à l'EPIA, les différents moyens de trouver cette capacité financière pour chaque propriétaire avec Hervé Tagan-Roguet de la Banque cantonale de Genève et quelles déductions fiscales, aujourd'hui encore, peuvent être prévues dans le plan de financement par Antoine Berthoud, avocat fiscaliste au barreau de Genève. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez les clés pour anticiper et prendre le temps de comparer les différentes solutions possibles pour réussir votre projet et, in fine, améliorer notre cadre de vie. Merci beaucoup pour cette introduction. Avant de laisser la parole à Lionel Rinquet, j'en profite pour le présenter. Donc, Lionel Rinquet est architecte diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il obtient également un MBA auprès de la Haute École de commerce ainsi qu'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Fort d'une longue expérience dans la gestion d'entreprises et de projets de construction, il est aujourd'hui professeur à l'EPIA, comme l'a dit Julien en un mot, en charge de former les architectes. Il est également très investi et très actif dans la recherche sur la transition environnementale du parc bâti en Suisse et en Suisse romande en particulier. Alors Lionel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire et de me donner l'occasion de vous parler un petit peu des coûts de la rénovation énergétique, qui est un sujet assez épineux, qui est un sujet en tout cas. Donc voilà, je vais commencer par parler de 3 étapes qu'on peut considérer dans la rénovation énergétique d'un bâtiment. D'abord, optimiser. Donc, l'optimisation, je reviendrai dessus après au niveau des coûts. Ça consiste à faire les bons gestes pour utiliser le bâtiment correctement et ne pas gaspiller d'énergie. Et puis aussi à régler les installations techniques, les installations de production et de distribution de chaleur. Avant de parler de travaux lourds, c'est déjà une première étape. Il y a une deuxième étape qui consiste à décarboner la production de chaleur. Donc actuellement, la plupart des bâtiments sont encore chauffés par des agents fossiles, donc le gaz ou le mazout. Il s'agira, de par la loi, de toute façon, de passer à des énergies renouvelables
qui peuvent être le chauffage à distance ou la pompe à chaleur. Et puis, troisième possibilité, ce que je vais appeler rénover, c'est-à-dire isoler l'enveloppe du bâtiment pour diminuer le besoin de chaleur. Donc, c'est vraiment ces trois actions qui peuvent être entreprises pour améliorer le bilan énergétique et le bilan carbone d'un bâtiment. Donc, il faut aussi bien se rendre compte qu'on peut les prendre par étapes. L'optimisation, c'est quelque chose de relativement simple à faire et qui peut être décorrélé de la décarbonation et de la rénovation. Par contre, dès qu'on parle de décarboner ou de rénover, il y a quand même des synergies, il y a quand même des liens qui se créent. Ça peut être des synergies économiques ou techniques. Je donne simplement un exemple. Si vous décidez de passer à de la pompe à chaleur sans isoler le bâtiment, et puis que vous l'isolez 5 ans ou 10 ans plus tard, vous allez à coup sûr vous retrouver avec une pompe à chaleur surdimensionnée à un moment donné. Ou à l'inverse, si vous décidez d'améliorer l'enveloppe de votre bâtiment, par exemple en isolant la toiture, mais que vous ne saisissez pas cette opportunité de l'équiper de panneaux photovoltaïques ou de panneaux thermiques, et que vous le faites quelques années plus tard, vous allez devoir payer à double l'échafaudage et certains frais fixes. Donc voilà, il y a quand même des synergies entre décarboner et rénover. Ce n'est pas simplement une séquence aussi simple que ça. Je vais vous parler plus précisément des coûts. Alors, combien ça coûte ? La réponse de Normand, c'est ça dépend. Évidemment que, comme sur tout projet de construction, la rénovation ou la décarbonation des installations techniques, le coût va dépendre énormément du type de travaux qu'on entreprend, du niveau de qualité, du niveau d'ambition qu'on s'est fixé. Alors, c'est évidemment très difficile de faire des généralités, donc je vous propose de baser cette présentation sur un cas d'étude réel. C'est donc un bâtiment, un assez grand bâtiment, pour lequel nous avons fait une étude de faisabilité entre 2023 et 2024. Donc les travaux n'ont pas encore été entrepris. L'étude de faisabilité a été présentée aux propriétaires en fin d'année passée. Il s'agit d'un immeuble locatif d'une surface de référence énergétique de près de 14 000 m² avec un indice de dépense de chaleur à 514. C'est pas si mal, mais c'est quand même largement au-dessus des 450 mégajoules par mètre carré qui est le plafond fixé actuellement par l'Office cantonal de l'énergie, au-dessous duquel on va devoir descendre par étapes d'ici quelques années. L'objectif de l'étude de faisabilité, c'était d'atteindre une très haute performance énergétique, donc c'est ce label Genevois THPE, qui implique une rénovation exemplaire, une rénovation globale, autant une décarbonation qu'une isolation des façades, avec une cible d'IDC à 220, donc une diminution de la consommation d'énergie pour la chaleur de 60%, sachant que sur l'eau chaude sanitaire, il est bien évident que ce n'est pas en isolant la façade qu'on va diminuer les besoins d'eau chaude sanitaire, donc on a de toute façon un socle fixe qui va rester. Je précise aussi qu'il s'agit d'un chiffrage estimatif qui a été fait sur la base d'appels d'offres, mais qu'actuellement, comme certains d'entre vous le savent certainement depuis quelques années, depuis le Covid en particulier, les coûts de la construction ont un peu pris l'ascenseur. Donc c'est un chiffrage estimatif qui est valable pour l'époque où l'étude de faisabilité était produite. Donc optimiser. Optimiser, c'est certainement la première chose à faire, celle qui coûte le moins d'argent et qui coûte le moins d'énergie et de ressources aussi, pour un gain énergétique qui est quand même relativement important. Vous savez peut-être que les SIG proposent des contrats d'optimisation énergétique et les chiffres qui nous ont été transmis par les SIG, c'est une diminution de la consommation d'énergie de l'ordre de 17% sur les chaufferies qui ont été optimisées et qu'ils ont accompagnées. Et ça passe par des actions relativement simples de pose de vannes thermostatiques, d'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude, de réglage des installations, équilibrage hydraulique, etc., etc. Et puis aussi par, comme je le disais en préambule, par certains éco-gestes. À partir de la saison d'automne qui commence maintenant, si vous partez le matin en laissant la fenêtre ouverte en imposte et puis que le chauffage tourne, c'est de l'énergie qui va être jetée par la fenêtre, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est des choses, c'est des petits gestes pas très compliqués qui permettent déjà de faire une bonne économie. On parle ici de 17% en moyenne. Il y a certains cas
de figure certains cas d'études où c'est même largement supérieur, pour un coût qui est estimé sur ce bâtiment, de nouveau sur ce cas d'étude, environ 220 000 francs. C'était des changements de vannes thermostatiques, changement de certains radiateurs aussi, soit à peu près 16 francs par mètre carré de surface de référence énergétique. Je fais juste ici petite parenthèse. La surface de référence énergétique, c'est la surface chauffée du bâtiment, y compris les murs. Il ne faut pas la confondre avec la surface utile de votre appartement. Ça inclut, par exemple, les communs qui sont chauffés, comme je le disais, l'épaisseur des murs et des parois. Donc, la SRE va être un peu plus grande que la surface de votre appartement. Donc, après l'optimisation, j'en viens à la question de la décarbonation. Donc, sur ce cas d'étude, on a fait deux hypothèses. L'hypothèse pompe à chaleur, avec deux sous-hypothèses. Donc, une pompe à chaleur géothermie, c'est-à-dire on fait des forages dans le sol pour aller récupérer la chaleur de la terre, la chaleur du sol, et la convertir en énergie pour le chauffage. Ça impliquait également un remplacement des radiateurs, puisque les radiateurs anciens n'avaient pas des performances d'émissivité suffisantes pour travailler en basse température. Aussi, une autre variante en pompe à chaleur RO. Donc ça, c'est des pompes à chaleur qui prennent la chaleur de l'air environnant, un peu moins, avec un coefficient de performance un peu plus bas, mais qui coûte un peu moins cher parce qu'il n'y a pas besoin de faire des forages. Mais le remplacement des radiateurs était aussi nécessaire. Et vous voyez ici les coûts pour de la pompe à chaleur en géothermie, plus le remplacement des radiateurs. On est au-delà de 2 millions sur ce bâtiment. On est à peu près à 1,8 million pour la variante RO. Vous avez les coûts par mètre carré de surface de référence énergétique, 158 francs pour la géothermie, respectivement 127 pour la PAC RO. Et puis, il y avait une autre option qui était le raccordement au chauffage à distance, avec des coûts estimés, donc des taxes de raccordement estimées par les services industriels à 136 000 francs. Alors évidemment, la différence en termes de finances, elle est énorme. Seulement, la grosse différence, elle va aussi se situer au niveau de la facture en exploitation, puisque dans le cadre du chauffage à distance, les SIG vont vous facturer l'énergie à un tarif qui va être quelque part supérieur à celui de votre pompe à chaleur, puisque pour la pompe à chaleur, vous payerez simplement l'électricité qui sert à faire tourner la machine et pas la chaleur en fait que vous extrayez de l'environnement. Donc, on voit là le niveau de coût pour ce bâtiment. Je précise juste au final qu'en cours d'étude de faisabilité, l'immeuble est passé dans la zone de raccordement obligatoire au chauffage à distance. Donc, le jour où des travaux se feront sur cet immeuble, ce sera la variante chauffage à distance qui sera obligatoirement mise en œuvre. Et je viens maintenant à la dernière partie qui est l'isolation. Alors, l'isolation du bâtiment, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais c'était quand même des travaux relativement importants qui étaient prévus sur ce bâtiment, de poser des éléments à ossature bois préfabriqués avec les fenêtres déjà intégrées avant le démontage des fenêtres par l'intérieur. Ceci afin de ne jamais laisser les appartements à l'air libre, puisque le chantier est prévu en site occupé, avec la pose de panneaux photovoltaïques sur les contre-cœurs, sur les allèges des vitrages, pour quelque part maximiser l'ambition énergétique du bâtiment. Là, le gain qui était calculé, le gain énergétique potentiel, il est d'environ 60% selon un bilan thermique que nous avons établi, pour un coût qui avoisine pour l'enveloppe les 7 millions de francs. Donc, si on ajoute aux 7 millions de francs les 200 000 francs pour les installations techniques, parce que ça, c'est pas inclus dans l'enveloppe, les panneaux photovoltaïques qu'on mettra devant l'enveloppe et sur la toiture, 730 000 francs, et des travaux de remise en état et aux normes, typiquement des portes palières que la police du feu va exiger de mettre aux normes EI30, etc., etc. On arrive quand même ici à un coût pour ce bâtiment de 11 350 000 en chiffre rond, donc un peu plus de 800 francs par mètre carré de SRE. Donc c'est vrai que comparativement au coût de la décarbonation, les coûts d'isolation, c'est beaucoup plus important parce que les travaux sont aussi beaucoup plus lourds, avec montage d'un échafaudage, isolation de toute la façade et remplacement des fenêtres. Si je fais la synthèse sur cet élément, les chiffres sont
confirmé par d'autres expériences qu'on a pu faire sur des chantiers qui ont été terminés, hein. On voit qu'entre l'optimisation, la production de chaleur, ici j'ai mis la variante pompe à chaleur, la rénovation de l'enveloppe, et puis tout ce qui est honoraires, frais, imprévus, taxes, etc., parce qu'on a un stade d'étude de faisabilité, donc on prend quand même un peu des réserves, et les subventions qui sont non négligeables. On est à près de 3 millions de subventions, un petit peu au-dessus de 3 millions de subventions pour ce cas d'étude. On arrive à une facture totale de 14 625 000 francs, soit un peu plus de 1 000 francs par mètre carré de SRE avec subvention, et près de 1 300 pour un chiffre hors subvention. Alors, c'est des chiffres qui sont importants. C'est pour ça que la rénovation énergétique, c'est un sujet, les coûts de la rénovation énergétique, c'est un sujet qui n'est pas à prendre à la légère. Et surtout, ça n'inclut pas non plus la rénovation intérieure des appartements. Donc, pour ce prix-là, on ne refait pas les cuisines, les sanitaires, etc. Je conclurai en disant que finalement, la question des coûts, elle s'insère dans toute une série de questions qui tournent autour de l'entretien de l'immeuble, de sa valorisation. C'est un des éléments, c'est de loin pas le seul qui doit être pris en compte. Il y a évidemment la capacité financière, hein, c'est évident. Il y a certaines obligations légales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des plafonds qui existent, vous les connaissez certainement. Il y a aussi tout un système de subvention qui est en place, mais qui, avec le temps, est voué à diminuer parce que les obligations légales vont devenir de plus en plus élevées. Donc, pour atteindre le même niveau de performance, on va donner moins de subventions. On ne subventionne pas ce qui est du strict obligatoire au niveau légal. Il y a des objectifs énergétiques qu'on s'est tous fixés aussi collectivement. Et puis, la rénovation, c'est aussi une possibilité de valoriser l'immeuble. Par exemple par des surélévations ou par des espaces extérieurs, des balcons, agrandir des balcons, etc. Un des messages que je veux aussi donner, là je prends la casquette vraiment d'architecte et de chercheur dans ce domaine, c'est qu'on a pu constater que ça vaut vraiment la peine, vu les coûts que je vous ai annoncés, hein, qui sont loin d'être négligeables, de recourir à des mandataires qualifiés et neutres pour mener à bien ces projets. Qualifié parce que c'est une évidence que on ne va pas confier des millions de francs à des gens qui ne sont pas qualifiés. Et puis neutre aussi parce qu'on constate chez les propriétaires souvent une tendance à se dire on va poser une pompe à chaleur, on demande à un chauffagiste. Un chauffagiste qui pose des pompes à chaleur, il ne va pas venir en vous disant c'est peut-être pas la meilleure idée, il faudra peut-être mieux réfléchir un petit peu différemment. Donc le message que j'aimerais que vous gardiez après cette présentation, c'est que ça va engager des frais assez importants, mais que de recourir à des mandataires qualifiés et neutres est plus un investissement qu'une dépense au stade du début d'un projet. Voilà. J'ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention, et puis si jamais vous avez aussi mes coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Merci beaucoup pour cette présentation. J'invite Monsieur Tagan-Reguet à activer son micro et sa caméra. Je vais profiter pour à la fois le présenter, mais en préambule dire encore une chose sur les questions-réponses pour celles qui nous rejoignent. Donc, vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. Un certain nombre de questions peuvent être répondues en direct, comme vous le voyez. Toutes les autres, on se laissera le temps, une vingtaine de minutes à la fin, pour pouvoir prendre le temps d'échanger avec les différents intervenants. Je profite de vous présenter Monsieur Tagan-Reguet, qui possède un peu moins de 40 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont 19 années à la Banque cantonale de Genève en tant que responsable commercial. Il est spécialisé dans le domaine hypothécaire et le financement, et il se distingue par sa capacité à établir des relations solides avec ses clients et à les accompagner dans la réalisation de leurs projets, en leur proposant des solutions à la fois personnalisées et adaptées à leurs besoins. Monsieur Reguet, c'est à vous. Merci Christina. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc voilà, je m'appelle Hervé Tagan-Reguet, j'ai été présenté par Madame Mellet, je vous remercie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la rénovation énergétique pour les propriétés par étage et plus particulièrement leurs solutions de financement. Le domaine est vaste et nous ne disposons que d'un petit quart d'heure. Alors, je tourne. Voilà. Pour commencer, je vais vous parler de la Banque cantonale de Genève en quelques chiffres. Créée il y a plus de 200 ans, notre banque compte actuellement un peu plus de 250 000 clients.
Ce sont plus de 950 collaborateurs mobilisés pour répondre au mieux aux attentes de notre clientèle. Nous disposons de 21 agences ouvertes dans le canton, ainsi qu'une présence dans d'autres cantons tels que Lausanne, Bâle et Zurich. Et pour finir, nous sommes également présents à l'international, notamment en France voisine avec les agences d'Annecy, Lyon, Paris, mais aussi Dubaï et Hong Kong. Actuellement, la banque affiche un encours de crédit de plus de 21 milliards de francs, avec une progression d'environ 4% par année. Comme vous pouvez le constater, le financement fait partie intégrante de notre ADN et nous sommes en mesure de répondre au mieux à vos besoins en matière bancaire et plus particulièrement en matière de financement. Voilà, donc on va passer et on va rentrer cette fois dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, depuis 2010, tous les bâtiments doivent calculer leur indice de consommation de chaleur, l'IDC. En 2031, cet indice devra être inférieur à 153 kWh par mètre carré et par an. Si les propriétaires de maisons individuelles se sont largement engagés dans la réduction de leur consommation énergétique, qu'en est-il des immeubles collectifs et plus particulièrement des PPE, propriétés par étage? À ce jour, nous avons reçu peu de demandes de financement émanant des PPE. Quelles en sont les causes? Alors, la PPE a été intégrée au Code civil en 1965. Malgré son ancienneté de plus de 50 ans, la PPE ne bénéficie pas pour autant d'un cadre juridique, aussi elle reste exclue des circuits de financement traditionnels. Dans une PPE, vous allez retrouver des parties privées avec des lots représentant les appartements, les garages, mais vous allez aussi avoir les parties communes, les cages d'escalier, les halls, la toiture, les locaux techniques, le système de chauffage, entre autres. Et vous allez retrouver des propriétaires qui vont être occupants en résidence principale, mais aussi en résidence secondaire. Et puis des propriétaires bailleurs investisseurs. Comme vous pouvez le constater, la PPE réunit des résidents aux profils, ressources et aspirations variées. Cette diversité, si elle est une richesse, elle devient aussi un défi majeur lorsqu'il faut décider et financer les opérations de rénovation énergétique. Chaque décision implique de concilier les attentes individuelles, la capacité financière et le degré de sensibilisation aux enjeux durables. L'anticipation et une gestion saine, guidée par le principe de bon père de famille, peuvent répondre aux problématiques à venir. Commençons par le fonds de rénovation qui constitue un premier levier. Alors, la constitution d'un fonds de rénovation est aujourd'hui une pratique répandue au sein des copropriétés, même si aucune disposition légale ne l'impose. Dans la majorité des cas, ce fonds existe, mais son montant reste souvent insuffisant pour couvrir l'ensemble des travaux nécessaires à moyen et long terme. Afin de bien cerner l'enjeu, il est nécessaire de distinguer les charges courantes des charges liées à l'entretien général. Dans les charges courantes, nous allons retrouver, entre autres, les frais de conciergerie, l'électricité des parties communes, les contrats d'assurance, les honoraires de gestion. Pour l'entretien général, eh bien, ça va concerner le gros œuvre, un ravalement, la remise aux normes ou des rénovations au sein de l'immeuble ou dans les parties privatives. Avec une approche prudente, la Banque cantonale de Genève préconise de provisionner chaque année un montant équivalent à 1% de la valeur du contrat d'assurance bâtiment de la PPE. 50 à 60% vont être répartis dans la PPE pour les travaux et 40 à 50% vont être répartis pour les parties privatives, les appartements. Cette méthode permet d'anticiper efficacement les travaux lourds sans peser brutalement sur la trésorerie des copropriétaires. Si vous le voulez, nous allons prendre un exemple avec un immeuble de 1940 dans le quartier de Champel qui comprend 36 appartements, soit 127 pièces en tout.
Actuellement, le contrat d'assurance bâtiment a été reconduit pour une valeur de 13 millions. À hauteur de 1% de cotisation, ça représente 130 000 francs par an. Ces 130 000 francs, si on les ramène à chaque appartement, représentent 3 600 francs par an de cotisation par appartement ou par pièce 85 francs par an. Environ la moitié de cette somme devra être versée dans le fonds de rénovation pour les travaux à venir. Et le solde, c'est une épargne que le propriétaire doit constituer en vue de la rénovation de son propre appartement. Plus un fonds de rénovation est sain et bien géré, plus c'est un argument en cas de revente de son appartement. Les établissements bancaires aujourd'hui considèrent que ce suivi comme un gage de bonne gouvernance de l'immeuble. L'appartement voit ainsi sa valeur renforcée, car le futur acquéreur bénéficiera d'une copropriété qui a anticipé sur ses travaux, notamment ceux relatifs à la performance énergétique. Enfin, cette anticipation facilite l'obtention d'un financement et rassure l'acheteur sur la pérennité et la qualité de l'investissement, tout en lui évitant un apport de fonds pour les éventuels travaux. Alors, voilà. Lorsqu'aucune prévision n'a été effectuée, le syndic de copropriété peut être contraint de lancer des appels de fonds extraordinaires. Le principal enjeu réside dans la capacité des copropriétaires à s'acquitter des sommes demandées, ce qui peut nécessiter la mise en place d'un échéancier. Alors, des tensions peuvent apparaître entre copropriétaires. Certains vont disposer des ressources financières nécessaires, d'autres peuvent rencontrer des difficultés, voire soit dans l'impossibilité de contribuer. Ces contraintes peuvent entraîner le report des travaux et de fait la majoration du coût global de la rénovation. Voilà. En dehors du fonds de rénovation, nous allons passer aux autres solutions de financement et pour commencer, les fonds privés. C'est tout simplement puiser dans son épargne personnelle. L'avantage, c'est le plus rapide, c'est le moins onéreux. En revanche, l'inconvénient, vous allez renoncer à d'autres projets et puis vous allez peut-être puiser dans votre réserve de sécurité. Autre moyen, la prévoyance, qui est l'épargne constituée au sein de la caisse de pension deuxième pilier et ou du troisième pilier A. Attention, c'est réservé uniquement aux propriétaires qui utilisent le bien en résidence principale. De plus, le propriétaire va devoir vérifier avec sa caisse de pension si le règlement autorise bien les retraits pour ce type d'opération. Et dans tous les cas, la facturation ne pourra être établie qu'au nom du propriétaire, en aucun cas au nom de la PPE. L'inconvénient majeur de puiser dans sa caisse de prévoyance, bien évidemment, c'est au moment de la retraite où vous aurez réduit les prestations de vos rentes par ce retrait. Regardons, si vous le voulez bien, à présent, les solutions offertes à la Banque cantonale de Genève. Alors, pour commencer, le crédit rénovation énergétique. Il s'agit d'un prêt personnel. Ce dernier est particulièrement adapté pour les petites factures. Les avantages, il est ouvert aux personnes en activité, mais aussi aux retraités. Il est accordé sous 48 heures, en simple signature et avec un taux réduit. Les inconvénients, il est plus onéreux qu'un prêt hypothécaire et la facturation des travaux doit être faite de nouveau au nom du propriétaire et pas de la PPE. Et le propriétaire doit répondre à la loi sur les crédits à la consommation. Donc, un calcul de son endettement va être fait. Je vous ai mis un exemple pour une personne qui ferait un financement de 20 000 francs sur une durée de 5 ans. Il aurait alors à s'acquitter d'échéances mensuelles de 366 francs 80. À présent, passons au financement hypothécaire. Alors, le propriétaire d'un appartement peut lever des fonds en constituant une hypothèque sur son bien, soit par une nouvelle hypothèque, soit par une augmentation de l'hypothèque existante. Je vais vous passer un slide avec un exemple d'une personne qui aurait un financement de 400 000 francs sur un bien d'une valeur de 1 million et pour des raisons de travaux énergétiques, nous demande une augmentation de 100 000 francs.
le tout restant dans un premier rang. Les principales règles du financement hypothécaire, on ne peut pas dépasser un taux d'avance de 80% de la valeur du bien. En plus, nous devons vérifier la viabilité financière du débiteur, ce qui veut dire que les charges annuelles théoriques liées au financement, à savoir les intérêts, l'amortissement, les frais d'entretien, ne devront pas dépasser le tiers de vos revenus bruts. Je vous passe le deuxième exemple où nous avons établi un financement de 600 000 francs. De nouveau, on fait une augmentation de 100 000 francs. Cette fois, on dépasse le premier rang. On a une petite partie du financement qui passe dans un deuxième rang et qui va déclencher un amortissement en deuxième rang et qui va être amortissable sur les 15 prochaines années. Alors, les avantages de la dette hypothécaire, c'est que le taux, et plus particulièrement dans cette période, est très favorable. Au niveau fiscal, les intérêts et la dette sont déductibles. Mais attention, les règles vont prochainement changer suite aux votations de ce dimanche. De plus, à la Banque cantonale, le fait de détenir un financement hypothécaire d'un minimum de 200 000 francs vous rend éligible à notre programme Avantage Service. Soit vous aurez une bonification, une rémunération supérieure sur votre compte BCGE épargne. Les inconvénients, nous devons nous assurer de nouveau de la capacité d'endettement en respectant les consignes de la FINMA, qui représente, elle, le gendarme des banques suisses, et vous devrez vous assurer que vous avez soit une cédule hypothécaire existante, soit créer une nouvelle cédule hypothécaire, donc un coût au niveau des frais. Alors, à présent, nous allons parler du viager et des prêts entre particuliers. À noter que ces deux solutions sont de plus en plus courantes et surtout, on constate le viager qui revient en force. Alors, pour information, la Banque cantonale de Genève, aujourd'hui, est un des rares établissements de la place à pouvoir répondre à ce type de financement. Le principe, je vais aller assez vite, le temps passe, je n'arrive pas à trouver le petit timer. Bon, alors, j'avance. Allez-y, oui, si jamais je vous le dirai, il reste 3 minutes. C'est gentil. Alors, effectivement, il faut que j'accélère un petit peu. Donc, le viager, principal avantage pour le propriétaire qui vend son appartement contre un capital qui va s'appeler le bouquet et ou des rentes viagères tout en gardant le droit d'habitation. Ensuite, pour l'acquéreur, lui, principalement, l'intérêt, c'est d'acheter un bien à un prix généralement inférieur à la valeur du marché. Je passe. Pour le prêt entre particuliers, tout simplement, ça consiste à faire un prêt de particulier en particulier sans recourir à un établissement financier. La personne qui va prêter les fonds, en principe, cherche un rendement supérieur à ce qu'un établissement bancaire pourrait lui proposer sur ses liquidités. Dernier point, l'Office cantonal de l'énergie, l'OCEN, à savoir que le canton de Genève, en juin 2024, a ouvert une enveloppe de 500 millions pour les subventions et de 50 millions pour les prêts. 3 modes d'intervention avec les subventions, le cautionnement et le prêt. Je vous ai mis les liens pour faire toutes vos demandes. La Banque cantonale de Genève et l'Office cantonal de l'énergie se concertent en ce moment pour déployer et simplifier les solutions. L'idée étant d'harmoniser nos process lorsqu'une personne fait une demande auprès de l'Office cantonal et qu'ensuite elle vient à la Banque cantonale. Pour l'instant, les choses sont en train de se mettre en place. C'est encore très frais. Pour toutes vos demandes, vous pouvez me transmettre vos questions. Je les ferai suivre à Madame Marie Savary, qui est juriste auprès de l'Office cantonal et avec qui je suis en relation directe. Voilà, nous arrivons à la conclusion qui sera en 5 points à retenir. La première, ajuster et pérenniser les appels de fonds dédiés aux travaux de rénovation. C'est vraiment le premier point qu'il faut travailler. Deuxième point,
être au fait de votre situation financière. À la Banque cantonale de Genève, nous proposons un service d'études dédié à la simulation de vos scénarios d'endettement à chaque étape de votre vie. Que vous soyez en activité professionnelle, si vous changez d'activité professionnelle, à la retraite, en cas de divorce, en cas de problème de santé générant une invalidité ou en cas de décès. N'hésitez pas à me contacter pour examiner ensemble les solutions adaptées à votre situation. Enfin, troisième point, pour les détenteurs de prêts hypothécaires, profitez de la période des taux bas pour mettre en place des amortissements directs ou indirects, ou tout simplement vous constituer une épargne qui sera destinée à rééquilibrer votre dette hypothécaire dans toutes les situations de la vie. Quatrième point, profitez des taux bas pour entreprendre des travaux de rénovation. Et puis pour finir, le mot d'ordre, c'est anticipation, anticipation et encore anticipation. Voilà, j'espère que mon intervention a répondu à vos attentes. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé dans l'élaboration de ce contenu. N'hésitez pas, je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Tagan-Reguet. J'invite Antoine Berthoud à ouvrir caméra et micro dans l'attente que je le présente. Donc, Antoine Berthoud est avocat spécialisé du droit fiscal genevois. Il obtient un brevet d'avocat en 1988. Il exerce une activité indépendante à partir des années 90. Il est à la fois membre et président de la commission cantonale de recours en matière d'impôts entre 1996 et 2008. Il est ensuite nommé juge suppléant en 2009 au tribunal administratif de première instance pour statuer en matière fiscale. C'est une fonction qu'il occupe encore aujourd'hui. Sa passion pour son métier l'amène à intervenir régulièrement comme orateur dans des séminaires et formations spécialisées, notamment à l'Université de Genève. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je dois d'abord préciser que la présentation avait été rédigée avant le résultat des votations de ce week-end, même si je l'ai anticipé dans quelques documents. Je vous en parlerai bien évidemment un peu plus en détail. Tout d'abord, quelques généralités sur la question des déductions liées à des biens immobiliers. En réalité, le concept de déduction est normalement réservé aux frais d'entretien. Les frais d'entretien, c'est ce qui maintient un état existant d'un objet sans l'améliorer. Donc, on oppose volontiers ce qui est des frais d'entretien avec des travaux à plus-value. Pour des raisons de politique fiscale et de politique générale, la loi autorise de déduire les investissements destinés à économiser l'énergie et aménager l'environnement, alors même que techniquement, ils amènent une plus-value à l'immeuble. Donc, si on se basait uniquement sur la définition de frais d'entretien, ces dépenses ne seraient pas déductibles. Il y a une ordonnance du département des finances qui donne toute une série de détails de quels sont, enfin plutôt qui énumère les éléments qui sont déductibles. On peut citer tout ce qui a été mentionné par le premier intervenant de ce webinaire, donc je ne vais pas aller beaucoup plus en détail. Au niveau de la technique fiscale, et ça rejoint le débat que nous avons eu ces dernières semaines en Suisse, les frais d'entretien, c'est ce qu'on appelle une dépense organique par opposition à une dépense anorganique. Alors, une dépense organique, c'est celle qui est liée à un revenu imposable. Par exemple, pour les salariés, les frais liés à l'exercice de leur profession, frais de déplacement jusqu'au lieu de travail, etc. Par opposition, les dépenses anorganiques, c'est par exemple les dons, les primes d'assurance maladie qui ne sont pas directement liées à un revenu. Et cette définition, elle est très importante, il est très important de s'en souvenir parce que c'est la clé du changement législatif qui va intervenir. Pourquoi? Parce que les déductions des frais d'entretien des biens immobiliers ne sont autorisées que si elles sont en lien avec un revenu. Alors, dans le cas d'appartements PPE qui sont loués à des tiers, il y a un revenu qui est le loyer.
Par contre, pour l'appartement occupé par son propriétaire, que ce soit en résidence principale ou secondaire, aujourd'hui, le revenu, c'est la valeur locative. Et dès l'instant où la valeur locative sera abrogée, eh bien, il n'y aura plus cette déduction. La loi fédérale qui a donc été définitivement validée par le scrutin de dimanche autorise les cantons à maintenir la déduction d'investissement destiné à économiser l'énergie et à protéger l'environnement. Donc, c'est une déduction qui sera à ce moment-là limitée aux impôts cantonaux et communaux et qui ne sera plus possible pour l'impôt fédéral direct. Pour mémoire, si on considère que le taux maximum à Genève est à peu près à 45%, on a 11,5% d'impôt fédéral direct et 33,5% d'impôt cantonal au maximum. Le canton de Genève, j'avais interpellé il y a une quinzaine de jours Madame Nathalie Fontanet pour savoir qu'est-ce qui était prévu. Elle m'a très gentiment répondu que la question ne sera examinée par son département qu'une fois le résultat de la votation connu. C'est vrai en même temps que vous avez peut-être vu que les finances du canton de Genève sont moins florissantes dans les perspectives qu'elles ont été par le passé. Donc, on ne sait pas du tout quelle sera la position du canton de Genève. En plus, ça doit être une loi qui sera adoptée par le Grand Conseil, éventuellement avec un référendum. Juste quelques petites parenthèses assez brèves, mais pour vous rendre attentif à un enjeu qui pourrait être particulier dans le canton de Genève, c'est la question des SIAL. Pourquoi? Parce que avant que le régime de la PPE n'existe, il y avait déjà le besoin de pouvoir privatiser des immeubles qui étaient collectifs. Et une solution qui avait été trouvée, c'était celle de constituer une société anonyme dont les actionnaires allaient être locataires de chacun un appartement. Et on rattache à un certificat d'action la possibilité de louer un appartement. Il y a eu à la fin des années 90 la possibilité de liquider certaines de ces SIAL et donc de sortir les appartements et de devenir à ce moment-là propriétaire en PPE des logements. Il y a un certain nombre de SIAL qui ont été complètement liquidés, puis il y en a d'autres qui n'ont été que partiellement liquidés. C'est-à-dire que vous vous retrouvez aujourd'hui avec un immeuble en PPE, avec certains lots de PPE détenus directement par des copropriétaires individuels et d'autres lots de PPE qui sont restés dans la société anonyme qui est donc propriétaire de certains logements. La grande différence au niveau du traitement fiscal, c'est que lorsque on est copropriétaire en PPE, on a la possibilité de demander la déduction des frais d'entretien et rénovation énergétique. Alors que l'actionnaire locataire, lui, a le statut juridique d'un locataire, et ça a été rappelé récemment par la Cour de justice de Genève dans un arrêt que je vous cite, c'est que si l'appartement est loué, même s'il est sous-loué à quelqu'un d'autre, l'actionnaire locataire d'une SIAL ne peut déduire que les charges courantes versées à la société, mais pas les dépenses d'entretien et pas non plus, a fortiori, les dépenses permettant d'économiser l'énergie. Donc ça peut, dans certains cas, bloquer des majorités qui pourraient être nécessaires pour des prises de décision de travaux dans des grandes PPE avec une cohabitation entre SIAL et PPE. Maintenant, il y a un point qui est très important aujourd'hui par rapport à l'entrée en vigueur possible de l'abrogation de la valeur locative. Dans la conférence de presse qu'elle a donnée à l'issue du scrutin, Madame Keller-Sutter a annoncé que ce ne sera pas avant 2028 que l'abrogation de la valeur locative entrera en vigueur. À lire quelques articles dans les journaux ces derniers jours, il est possible même que ce soit un tout petit peu plus tard, vu le délai qui doit être pris pour certains cantons pour introduire le nouvel impôt sur les résidences secondaires. Mais enfin, en tout cas, dans un horizon temps de 3-4 ans, la déduction ne sera plus possible, en tout cas pour les propriétaires qui occupent leur logement. La date déterminante est celle qui est mentionnée sur les factures, et on parle des factures finales, pas des simples demandes d'acompte. Alors attention, il y a peut-être juste une nuance à faire entre la facture partielle pour des travaux déjà achevés par rapport à une demande d'acompte. Par exemple, vous commandez une pompe à chaleur, l'entreprise de chauffagiste va vous demander un acompte qui va correspondre à une partie du prix des fournitures. Cette facture-là n'est pas déductible, c'est seulement au moment de la facture finale que ça le sera.
Il y a une particularité au niveau du droit fiscal, c'est que l'excédent éventuel de charges sur le revenu pour des dépenses servant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement est reportable jusqu'à 2 ans. Donc, quand on parle d'excédent, ça veut dire qu'on est à un revenu négatif, autrement dit que les déductions dépassent le revenu net après toutes les autres déductions que vous avez pu faire valoir. Si vous recevez des subventions, les subventions, elles sont bien entendu prises en compte dans le coût des travaux, donc c'est le coût net des travaux qui sera déductible. Ce qui peut juste poser un problème, c'est que fréquemment, les décisions de subvention arrivent l'année après celle de l'achèvement des travaux. Et donc, on peut se retrouver, si on n'a pas anticipé dans le décompte final des travaux la subvention qui va être reçue ultérieurement, on peut se retrouver l'année où on reçoit la subvention avec en fait un revenu, c'est-à-dire une déduction négative. Pour éviter ça, peut-être que la recommandation est d'essayer de retarder le plus possible le dépôt de la déclaration jusqu'au moment où on reçoit la décision de subvention et puis de pouvoir mettre le montant net dans sa déclaration. Euh, Monsieur Tagan-Roguet vous a parlé du fonds de rénovation. Le fonds de rénovation, au niveau fiscal, ce qu'il faut savoir, c'est que les versements qui sont faits sur ce fonds sont déductibles au même titre que les travaux d'entretien. Donc, à une seule condition, c'est que ce soit un compte qui soit un compte de la copropriété, donc pas individuellement des différents copropriétaires. Et puis, il faut que les versements soient irrévocables et ne permettent que l'entretien des parties communes sur décision de l'Assemblée des copropriétaires. Mais si ces conditions sont réunies, tous les versements qui sont faits au fonds de rénovation vont être déductibles au même titre que les frais d'entretien. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui permet d'utiliser une optimalisation fiscale. C'est que si vous avez le projet de faire des gros travaux de rénovation énergétique du bâtiment, mais que ceux-ci ne pourront pas se concrétiser avant l'entrée en vigueur de l'abrogation de la valeur locative, ben, peut-être qu'on peut déjà maintenant anticiper ces travaux en faisant des versements substantiels au fonds de rénovation qui permettra de couvrir ces dépenses après l'abrogation de la valeur locative, mais vous aurez profité de la déduction puisque les versements auront été faits avant 2028. Monsieur Tagan-Roguet, vous avez également parlé de la question du financement des travaux par une hypothèque. Alors aujourd'hui, les intérêts sont déductibles sous réserve d'un crédit de construction. Crédit de construction, c'est tous les intérêts qui sont échus à un moment où il n'y a pas de rendement taxé pour l'immeuble. Alors, c'est vrai que ce serait l'hypothèse où vraiment l'immeuble deviendrait complètement inhabitable pendant les travaux de rénovation et que vous demanderiez, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée, de ne plus être du tout taxé sur la valeur locative pendant cette période-là. Mais autrement, les intérêts sont déductibles, mais avec l'entrée en vigueur de l'abrogation de la valeur locative, ne seront plus déductibles pour les propriétaires anciens. Il y aura une déduction dégressive qui sera permise qu'en cas de première acquisition d'un logement destiné à l'usage principal, et c'est pendant une durée de 10 ans dégressive depuis l'année de l'achat. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes concernées ne pourront plus déduire les intérêts des crédits hypothécaires, y compris les augmentations qui ont servi à financer les travaux. Quelques mots enfin sur d'autres impôts que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, qui va subsister même après l'abrogation de la valeur locative. À Genève, on a, à l'inverse d'autres cantons, une estimation qui est basée exclusivement sur le prix de revient. Et il y a 2 communications une du département des finances et l'autre de l'administration fiscale, qui permettent de distinguer, lorsqu'on fait ce type des travaux, quelle est la part qui va augmenter la valeur fiscale et quelle est la part qui va être considérée comme simple entretien sans augmentation de la valeur fiscale. Simple entretien, changement de fenêtre, installation de chauffage. Augmentation de la valeur fiscale, tout ce qui est isolation, façade, périphérique, et puis aussi l'ajout de vannes thermostatiques, compteurs individuels ou panneaux solaires, si c'est au-delà de ce qui est strictement exigé par la loi. Si vous remplissez votre déclaration avec le logiciel Je taxe,
lorsque vous avez la saisie de chacune des dépenses, automatiquement, ça va vous mettre dans les catégories que vous trouvez, notamment ces 2 catégories éco pour économie et entre pour entretien que je vous ai citées et qui aboutiront dans un cas à l'augmentation de la valeur fiscale de l'immeuble et dans l'autre, pas. En cas de vente de l'immeuble ou de l'appartement, l'impôt est calculé par différence entre prix de revient et prix de vente, mais dans le prix de revient, on ajoute tous les travaux à plus-value et d'après plusieurs arrêts du tribunal fédéral, on doit qualifier comme travaux à plus-value tous ceux qui n'ont pas été déductibles du revenu imposable, ce qu'on appelle les impenses. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à déterminer ça, puisqu'il suffit de reprendre les déclarations et les taxations antérieures pour savoir qu'est-ce qui a été admis en déduction ou pas. Évidemment que ça va poser une difficulté technique à l'avenir lorsque on n'aura plus la déduction des travaux et qu'il ne sera plus mentionné systématiquement dans les déclarations quels sont les travaux qui ont été effectués. Il y a une toute petite astuce à Genève, c'est qu'après 10 ans de possession, on peut, en lieu et place du prix d'achat, prendre en considération la valeur fiscale 10 ans avant la vente, majorée de 30%. Et donc, si cette valeur fiscale elle a été augmentée par des travaux qui ont permis l'économie d'énergie, eh bien, en fait, on va avoir en quelque sorte une double déduction, dans le sens qu'ils auront été pris en compte en déduction du revenu imposable pour l'année d'exécution des travaux, et 10 ans plus tard, on en prendra compte indirectement en prix de revient de l'immeuble lorsque vous le vendrez. La dernière chose que j'ai mentionnée, je crois que j'arrive au bout de mon temps, c'est que s'il y a des travaux à plus-value, le taux de l'impôt peut se calculer en fonction de la fin de ces travaux. C'est une question qui est souvent techniquement assez délicate à distinguer. Voilà, maintenant je suis à votre disposition s'il y a des questions et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir présenté ces 3 sujets complexes, mais très intéressants. Merci d'avoir respecté aussi le timing. Vous avez été nombreux à poser des questions. Un certain nombre de réponses ont été apportées au fur et à mesure. J'ai repris celles pour lesquelles il n'y avait pas eu de réponse et je commence par vous, monsieur Berthoud. La PPE doit-elle voter à la majorité ou à l'unanimité un projet de rénovation énergétique ? Alors ça, c'est une très très bonne question. En fait, M. Tagon-Reguet a très justement souligné que le droit de la PPE, qui n'est pas ma spécialité, ma pratique quotidienne, mais il est relativement lacunaire. Surtout, il laisse une grande flexibilité et en fait, c'est le règlement de PPE qui doit prévoir quelles sont les majorités. Par défaut, on se rattache aux règles sur la copropriété. Et je pense qu'en règle sur la copropriété, est-ce qu'on est dans le cadre de travaux qui vont être considérés comme nécessaires ou est-ce qu'on va être dans le cadre, enfin plutôt utile ou pas. Évidemment, si on est dans une contrainte légale d'effectuer les travaux, on va certainement pas être dans des travaux somptuaires. Si on est en copropriété simple, des travaux utiles, c'est double majorité des copropriétaires et du pourcentage de détention de l'immeuble. Mais une fois encore, le règlement de PPE est ce qui doit déterminer les règles applicables pour l'Assemblée. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pose une deuxième question pour monsieur Tagon-Reguet. Comment faire si un des propriétaires n'a pas les moyens de participer aux travaux de rénovation énergétique ? Alors, je vous laisse mettre votre caméra et Voilà. Oui, bien sûr, toute la difficulté, si une personne ne rentre pas dans un des moyens de financement ou ne souhaite pas vendre son bien, à un moment donné, il y a des lois qui sont mises en place pour faire évoluer les bâtiments, pour répondre à cette problématique énergétique. Dans une PPE, c'est un collectif de personnes, donc une seule personne ne va pas pouvoir bloquer l'avancement des travaux. Et après, selon moi, ça va être la PPE qui va procéder à une, pardon, je ne trouve pas le terme, à une
un recouvrement, bien sûr. Donc, et au final, c'est la vente du bien. Donc, la personne qui n'a pas anticipé, qui n'a pas la capacité financière à augmenter sa dette hypothécaire, il faut peut-être qu'elle pense à vendre son bien. Il y a le viager. Encore une fois, je disais, les viagers, aujourd'hui, on retrouve vraiment ce mode de financement qui était complètement oublié. Ça paraissait désuet. C'est vraiment quelque chose qui arrive en force depuis quelques années. Si je peux juste ajouter quelque chose, le Code civil permet à la communauté des copropriétaires de faire inscrire une hypothèque légale sur la part du copropriétaire qui n'a pas couvert les contributions qu'il doit jusqu'à 3 ans. Donc, c'est vrai que c'est une arme assez redoutable et qui effectivement peut aboutir à la réalisation forcée de la part de copropriété. À la fin, c'est la vente du bien. Oui. Merci. J'ai une question pour Lionel Rinquet. Donc, un bâtiment Minergie, un bâtiment qui date de 2014, est-il forcément aux normes énergétiques telles que pensées pour les années 2030? Alors, forcément aux normes énergétiques, au principe, oui. Mais c'est difficile de dire forcément parce que les normes en vigueur, elles parlent de l'IDC, donc de l'indice de dépenses de chaleur. C'est ça qui va faire foi, pardon. Donc, si l'IDC est en dessous des seuils, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Et il y a de très très fortes probabilités pour qu'un bâtiment Minergie de 2014 soit en dessous des seuils, à moins qu'il ait été vraiment construit n'importe comment et puis qu'il n'ait pas été certifié. Voilà, donc la réponse est en principe oui. Merci. Une question concernant la possibilité. Claire, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, c'est tout bon. Une question pour Monsieur Tagan-Reguet. Existe-t-il une possibilité de financement collectif au nom d'une PPE? Vous avez évoqué les réflexions en cours avec le CEN. Est-ce que vous pouvez en dire davantage? Alors, malheureusement, non. Actuellement, il n'existe pas de solution. La principale difficulté, effectivement, ce serait de faire intervenir sur le contrat l'intégralité des propriétaires de la PPE. Et puis ensuite, ce serait aussi de trouver la garantie qu'il va y avoir sur le contrat. Donc aujourd'hui, si vous avez un bien immobilier, vraisemblablement, vous avez une dette hypothécaire qui est liée sur cet appartement. Est-ce que l'établissement, alors je suis désolé, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, est-ce que l'établissement qui va financer la PPE, éventuellement, est-ce qu'il serait enclin à venir en deuxième rang derrière les dettes hypothécaires souscrites dans d'autres établissements? Je ne pense pas aujourd'hui. Donc malheureusement, non, pas de réponse pour les PPE. Merci. Une question pour Monsieur Berthoud. Est-ce que l'objectif THPE est encore d'actualité fiscalement parlant suite à l'abandon de la valeur locative? Alors, oui, je comprends la question. D'abord, effectivement, il va peut-être y avoir une réponse du canton si le canton continue à admettre la déduction de ce type de dépenses. J'ai oublié de dire que c'est possible pour les cantons jusqu'à 2050, donc ça laisse un certain délai. Maintenant, effectivement, mais bon, l'incitatif fiscal, c'est pas le seul. Je crois que effectivement, M. Tagan-Reguet a très justement dit, c'est aussi un élément de valorisation du bien. Il y a beaucoup d'autres, et indépendamment du confort de l'utilisation. Il n'y a pas que l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, c'était juste une espèce de cerise sur le gâteau, de se dire, ben voilà, en plus, non seulement j'ai fait un investissement qui me profite, qui va profiter aux générations suivantes, mais j'ai immédiatement une contrepartie par une diminution de mes impôts. Mais ça ne doit pas être, enfin, c'est pas l'unique motivation. Je vous garde sous la main pour. Ah, Monsieur Tagan-Reguet, vous souhaitez?
Si je peux me permettre, effectivement, ces votations sont passées ce dimanche. Il n'empêche que on aura toujours des clients qui souhaiteront être propriétaires. Et puis une personne qui a du patrimoine aujourd'hui, elle aura de toute façon intérêt à entretenir son patrimoine. Elle ne va pas pouvoir le laisser péricliter. Donc, il y aura peut-être plus l'attrait des déductions fiscales. Pour autant, je pense qu'il y aura toujours des demandes. On a finalement peu de gens, on a des clients qui ont des dettes hypothécaires qu'ils conservent pour des raisons fiscales et uniquement fiscales. Vraisemblablement, à moyen long terme, ils vont les solder s'ils ont le cash qui n'est pas rémunéré. Mais ça ne va pas être la majorité de nos clients. Donc peut-être qu'on aura une diminution de l'encours des prêts hypothécaires, mais pas la totalité. On aura tout le temps des demandes. Voilà. Une question qui concerne Monsieur Berthoud, mais à laquelle peut-être vous pourrez apporter un complément. Est-ce que les travaux énergétiques peuvent être considérés comme des travaux somptuaires, compte tenu qu'ils augmentent la valeur fiscale? Oui, c'est pas tellement une question fiscale, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à la majorité de la PPE, parce que c'est ça le sous-jacent de la question. Moi, j'aurais tendance à dire que non, mais une fois encore, je suis pas un spécialiste du droit de la PPE. Donc je ne sais pas si dans le prochain séminaire, il y aura quelqu'un qui sera meilleur que moi en droit de la PPE. Sinon, je peux rechercher et puis donner une réponse autrement, mais oui, peut-être qu'il faut regarder dans le règlement d'abord. Merci. Je repose une question à Monsieur Rinquet qui est apparu par rapport au projet présenté. À quelle classe énergétique l'immeuble a été classifié? Alors, on n'a pas fait de bilan CECB après travaux de l'immeuble. On s'est basé sur les calculs d'IDC. Et puis, il n'y a pas un lien direct et arithmétique entre classe CECB et IDC. Même si on peut quand même faire un lien, disons, un peu rapide, je dirais que, en tout cas, le bâtiment, le cas d'étude, on va se situer probablement dans une classe B du CECB après travaux. Merci. J'ai une dernière question qui concernera la banque. Quel est le ratio fonds propres subvention qui peut être raisonnablement attendu? Alors, attendez, là, je ne suis pas vraiment… Le ratio, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un peu plus de précision concernant cette question. Je reformule la question. Fonds propres subvention qui peut être raisonnablement attendu. Je vais peut-être vous remettre mon slide sur les financements hypothécaires. Peut-être que je peux donner un peu plus de précision. Alors, je vais y revenir. Est-ce que vous arrivez à me rouvrir le document? Oui. Je ne saurais plus vous dire quelle page c'était, mais je vais les faire défiler assez rapidement. Normalement, c'est ça. Voilà, par exemple, restons… pardon, voilà. Excusez-moi, je vois que la personne, elle précise combien de subventions peut-on attendre de l'État? Ah, d'accord. Mais tout dépend en fait quel type de travaux vous allez faire. Parce qu'il y a plusieurs types de subventions qui vont être allouées auprès de l'OCEN. Donc, comme ça, je ne peux pas vous répondre, désolé. Mais vraiment, c'est lié au type de travaux. Merci. Et une dernière question, peut-être pour SIG. Quelles sont les conséquences, donc par conséquence les amendes, si les normes énergétiques ne sont pas atteintes en temps et en heure, dans les délais impartis? C'est pas les objets. Ah oui, je me souviens de la question. Cela va dépendre. Enfin, ça va. En fait, l'Office cantonal de l'énergie n'a pas encore, disons, communiqué sur comment se ferait est-ce que c'est des amendes, enfin comment ils procéderaient à ce niveau-là. Il y a des courriers qui vont être envoyés petit à petit aux propriétaires qui ne sont pas aujourd'hui aux normes. Par contre, il n'y a pas de communication sur ce qui se passe ensuite si on ne continue pas à être aux normes. Mais disons qu'il y a un listing qui est fait. Enfin, les immeubles qui n'atteignent pas ces objectifs sont aujourd'hui connus.
Je peux peut-être juste compléter ce que vient de dire Oui, Claire. bien sûr. En fait, dans le règlement d'application, enfin dans la loi sur l'énergie, son règlement d'application, il est prévu que l'État peut exiger que les travaux soient entrepris pour que les objectifs soient atteints. Et puis la loi sur l'énergie prévoit aussi certaines amendes, dans ces dispositions finales des derniers articles, il y a aussi des amendes qui peuvent être appliquées en cas de non-respect. Et je crois que le cas ne s'est pas encore produit, enfin, à ma connaissance, ou alors vraiment très épisodiquement. Et en complément à cette question, qui coordonne les subventions? J'étais en train d'envoyer le lien dans le chat. Du coup, il y a le lien Géoénergie qui va qui regroupe les subventions qui existent sur le canton de Genève, mais il y a aussi, justement, je voulais rechercher un lien qui existe au niveau suisse, où on tape son code postal. Franc Énergie. Comment? Franc Énergie. Franc Énergie. Je crois que c'est ça. Il y a mon collègue Jean qui va vous envoyer le lien. Il y a un autre site aussi où c'est possible de mettre son code postal et ça va sortir toutes les subventions qui existent sur votre territoire. Et pour ceux qui habitent le canton de Genève, donc le premier webinaire a évoqué aussi les subventions existantes. Il existe un document avec les subventions existantes pour les PPE du canton de Genève. Donc, c'est un document vous pouvez le demander à info@webinaire-ppe.ch. On vous le remettra très volontiers. Voilà. Et il y a Madame Richet de la ville de Carouge qui a remis aussi le lien YouTube si vous voulez souhaiter visionner ce webinaire-là. Y a-t-il d'autres questions? J'ai pris l'ensemble des questions qui ont été abordées. Un certain nombre de questions auxquelles il y avait déjà des réponses, je ne les ai pas reprises. Est-ce que je laisse peut-être encore une petite minute ou deux pour voir s'il y a encore des questions? Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite... je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Alors, Madame Patricia, est-ce que vous avez une question de vive voix? Je vous laisse peut-être la parole. Vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. C'était pas forcément une question, c'était juste une petite information parce que peut-être pour ceux qui le savent déjà, je suis spécialiste PP puis j'ai eu la chance d'assister au dernier séminaire à l'université de Neuchâtel vendredi passé par rapport au financement pour les propriétés par étage, pour les travaux énergétiques. Et actuellement, la Banque cantonale du Valais propose effectivement des financements pour les propriétés par étage. Donc, c'était juste une information par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette information. Monsieur Hubner, vous levez la main également, je vous laisse la parole. M'entendez-vous? Alors non, ce n'est pas le cas. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais laisser la parole à Julien Richet pour la clôture de ce webinaire. Oui, merci Christina. Merci, un chaleureux merci à tous les intervenants de ce webinaire parce que vos présentations étaient très complètes, très complémentaires et vous avez réussi le défi de simplifier ces sujets très complexes dans un temps record. Donc, merci beaucoup. Pour tous les participants au webinaire, vous allez recevoir un courriel avec les présentations. Et pour toute question, comme le disait Christina, vous pouvez contacter info@webinaire-ppe.ch. Le prochain webinaire est organisé le jeudi 20 novembre et sera consacré à la gouvernance d'une copropriété. Une gouvernance efficace est non seulement la clé d'une copropriété sereine, mais elle influence aussi directement les décisions liées à la transition énergétique notamment, planification, gestion des consommations, choix d'investissement. Vous serez invité à vous inscrire à ce webinaire gratuit toujours pour découvrir des outils pratiques et renforcer la gestion de votre immeuble. Vous pouvez déjà réserver la date du 20 novembre. D'ici là, nous vous souhaitons de bonnes réflexions sur vos projets de rénovation et d'optimisation et anticiper, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.